Salut à tous. Alors, c'est chaud ce matin puisque nous avons en exclusivité la chanson Vieux Macroniste. Désolé, j'ai toujours pas changé d'ordinateur, donc ça rame comme jamais. C'est l'enfer. J'espère que ça va tenir pour cette revue de presse. Bagenet, bonjour à tous. C'est la revue de presse du monde moderne. Vous la connaissez maintenant. Si vous ne la connaissez pas, nous lisons chaque matin la presse des milliardaires, ceux qui nous disent comment il faut penser, parler. Avant toute chose, je voulais quand même vous faire écouter une chanson qu'on attend depuis longtemps, qui s'appelle Vieux Macroniste, vous savez. C'est cette magnifique chanson que Chris Nadal a fait pour vous. Je vais donc vous la faire écouter dans un moment de communion, n'est-ce pas? J'espère qu'elle vous plaira. Vous êtes déjà plus de 600 à être connectés. Si vous ne connaissez pas, c'est une chanson du groupe Vieux Macroniste qui s'appelle Vieux Macroniste. Je vous la mets, vous me dites juste après ce que vous en pensez. Ça me paraît important d'avoir votre avis. Voilà, à tout de suite. Bisous. Alors attendez, non, c'est pas là. Ah, Voilà, c'est celle-là. Hop, c'est parti. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson Vieux Macroniste? Nous la chantons tous les jours ou presque à la mine. Bien sûr, Timmy. Vieux Macroniste. Mao en 68, maintenant total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que de décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux Macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux Macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux Macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi. Arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux Macroniste. Vieux Macroniste. Vieux Macroniste. Jeune, vieux Macroniste. Jeune, vieux Macroniste. Jeune Macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune Macroniste, CV c'est McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune Macroniste. Jeune, vieux Macroniste, unis dans la kiffance d'un pays devenu triste. Vieux Macroniste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici. Et voilà, merci. Alors, je lis vos commentaires. Juste diminuer le volume de la musique par rapport à la voix, mettre dans les temps. Il y a encore quelques trucs à caler. C'est la première version. En tout cas, merci. J'espère que ça vous plaît.
On vous l'a promis, on l'a fait. Voilà, j'espère que ça vous plaît. On finit de faire quelques petits réglages à peaufiner. Évidemment, c'est Chris Nadal à la guitare, ce n'est pas moi. Et c'est Vieux Macroniste, le groupe, avec son titre Vieux Macroniste. Il faut plus de basse, je suis un peu d'accord. On va travailler avec Chris pour faire une version nickel. On la mettra sur YouTube et vous pourrez l'écouter partout où vous êtes, la partager comme cette revue de presse, comme vous faites chaque matin. Je sais que grâce à vous, on n'arrête pas d'engranger des nouveaux abonnés, des gens qui arrivent et qui découvrent le monde moderne en disant mais c'est quoi cette connerie ? Eh bien c'est une revue de presse chaque matin où on dit Bajned au lieu de bonjour. Bajned, c'est un tweet de Gérard Larcher, malheureux, fait de sa poche. Et donc on a tout un univers avec Timmy, l'enfant de la mine, voilà, qui est là, qui vous dit bonjour. Bonjour à tous. Voilà, et Papy Chouab et plein d'autres pour parler de l'actualité. Et l'actualité aujourd'hui, elle est phénoménale. Alors je sais que pour cracher votre café, votre tisane, votre thé, votre bourbon, votre eau minérale déminéralisée, votre pinte de sang, parce que certains boivent du sang le matin, et oui, ça arrive, c'est des choses qui arrivent. Eh bien, si jamais vous avez envie de recracher ce que vous buvez en ce moment, c'est le moment où jamais on va parler d'Emmanuel Vargon. Alors le couple Vargon, vous connaissez peut-être mieux Mathias Vargon, vous savez, le médecin urgentiste de Twitter, qui dit à tout le monde que c'est des connards quand ils sont pas d'accord avec lui. Bon, alors lui, il aime bien la moto, et sa femme, elle aime bien les emplois fictifs. Elle était ministre du Logement, ça vous aviez oublié. Et elle pensait que la maison individuelle, c'était totalement anti-écologique. Fallait arrêter d'avoir des maisons, les gars, c'est complètement débile. Donc, elle a perdu aux législatives, et donc elle ne pouvait pas être ministre à nouveau dans le gouvernement Macron. Mais comme elle est sympa, comme elle est copine avec Emmanuel et Brigitte, les gars sont sympas, ils lui ont dit « Écoute, on a un plan pour toi, c'est la présidence de la CRE. La CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie. » Alors c'est une autorité administrative indépendante. Il faut savoir que les députés et les sénateurs ont voté contre la nomination d'Emmanuel Vargon à la tête de la CRE, mais malgré ça, elle l'a eu quand même parce que, faut pas déconner, en Macronie, tu peux pas trouver de boulot, à part chez McKinsey, BlackRock ou éventuellement AXA ou la BNP Paribas. Sinon, tu trouves un emploi payé par nos impôts. Et là, ça tombe bien, il y avait la présidence de la CRE qui se libérait. Alors, pas vraiment. Elle aurait dû se libérer en 2023. Mais vous allez voir, c'est un jeu de chaises musicales tout à fait classique, comme on aime les voir en République française, en République monarchique française. Et donc là, Emmanuel Vargon, la ministre du Logement, qui a perdu aux élections législatives, se trouve récompensée avec ce poste à 16 666 € par mois, 200 000 € bruts par an. Une broutille, me direz-vous, de quoi entretenir éventuellement une maison individuelle, un prêt pour acheter un appartement à la mer ou même une maison de loisirs, que sais-je encore, des voitures ou des motos de collection. Bref, la voilà récompensée à la tête donc de cette autorité administrative indépendante. Et là, on apprend qu'il y a environ 26 autorités administratives indépendantes, l'AMF, l'ASN, l'HAS, la CRE, l'Ariège, l'AC, l'ARCEP, le CSA, le CNDP, l'ADOPI, le CNCTT, bref. À une époque, ils avaient même créé l'autorité administrative indépendante du grand débat. Vous savez, pour le grand débat de Macron, où il se mettait en scène pour dire « Allez, gilets jaunes, taisez-vous, c'est moi qui prends le micro, c'est moi qui parle. Regardez ce debout en bras de mythe, regardez, c'est pas... » Oula, mais je suis à poil, moi. Et donc, il dit « Ouais, c'est moi qui parle. » Et donc, ils avaient mis Chantal Jouanneau à la tête de cette commission, et elle touchait environ 14 000 balles. Et là, les mecs ont fait « Oh, on a des mecs dans la rue parce qu'ils peuvent pas finir le mois, ni acheter à manger, ni travailler décemment. Et là, vous nommez une... Non mais... 14 000 balles pour un faux grand débat. Donc, elle n'a pas pu prendre la tête à l'époque. Et puis, il y a eu cette enquête en 2019 sur ces fameuses autorités administratives indépendantes. Et là, on apprend quand même qu'à l'AMF, le gars est payé quand même plus de 250 000 cas bruts annuels. L'ASN aussi, on est à 225. Et le CRE est pas mal, c'est en 4e position. T'es quand même super bien payé. Pour un boulot, quand même, vous allez voir, j'ai lu le rapport annuel de la Commission de régulation de l'énergie. On est sur du high level. Là, c'est les champions qui sont au board. Alors vous avez donc Jean-François Carenco. Alors Jean-François Carenco, il faut savoir qu'il a été nommé, donc c'était en 2015, non pardon, en 2017, le 16 février 2017, il est nommé président du CRE par décret du président de la République pour une durée de 6 ans. Donc il aurait dû partir en 2023. Mais comme Emmanuel Vargon a perdu les élections législatives, Emmanuel Macron lui offre donc cette présidence du CRE. Et pour que Jean-François Carenco ne se retrouve pas à Pôle emploi, lui devient ministre des Outre-mer. Vous captez le... J'allais employer un gros mot, mais c'est peut-être pas nécessaire à cette
à cette étape de la revue de presse. Donc voilà, alors ancien élève de l'ENA, promotion Michel de l'Hospital, Jean-François Caraco débute sa carrière au tribunal administratif en affectation à Martial. Ensuite, vous avez Valérie Plagnol. Alors elle, Sciences Po Paris, Université du Japon, HEC, secteur économique, directrice des études économiques auprès d'établissements financiers. Catherine Edwige, membre du collège également, INSA Lyon, et puis secteur de la distribution de l'énergie. À la limite, c'est elle qui y connaît un peu plus quelque chose. Jean-Laurent Lastel, on le retrouve tout à l'heure, vous allez voir, il écrit tellement bien, Jean-Laurent, il fait des poèmes. Lui, il est Sciences Po et ENA. Et donc, il débute sa carrière chef de bureau de la bioéthique au ministère de la Santé, et puis plan de contrôle interne à la Direction Générale de la Santé en 2011. Il devient ensuite chef de cabinet de la directrice des services bancaires de la Caisse des dépôts et consignations, puis la Cour des comptes, conseiller en charge des finances, de la réforme de l'État, de l'éducation et de la culture sous Hollande, directeur adjoint de cabinet au cabinet de du président de l'Assemblée nationale, Claude Barthelone. Et voilà, donc voilà, lui, il est là depuis 2017. Et Yvan Faucheux, ingénieur général des mines, diplômé de l'École normale supérieure, agrégé de mathématiques, lui aussi connaît un petit rayon en énergie. Bon, bref, ces gens-là donc sont payés tranquillement. Gilles Clavreul, du Printemps républicain, pote avec Blanquer et Manuel Valls, lui, il est déontologue de ce machin. Donc je ne sais pas combien il palpe par mois pour être déontologue de ce machin. Mais ce machin sert globalement... Voilà, vous allez voir, ça c'est donc Jean-Laurent Lastel, membre du collège, son petit édito dans le rapport annuel, vous allez voir, c'est juste formidable ce qu'il nous propose. Je vous lis sa prose. Ou est-ce de la prose, ou est-ce de la poésie ? Le consommateur est à l'énergie ce que le citoyen est à la République. Le pilier, le sujet, l'objet, la pierre d'angle d'un système qui n'a de sens que s'il lui apporte performance, service et apaisement. L'énergie n'est pas un produit de luxe. Alors que le consommateur peut, par souci de distinction, être fier d'un produit onéreux, l'énergie doit parvenir à tout le monde et tout le temps. L'énergie n'est pas un privilège. Alors que le consommateur peut être fier d'avoir mérité certains biens par son goût, sa chance, ses ressources ou son industrie, l'énergie doit au contraire arriver de la même manière chez le plus humble comme le plus chanceux. Eh ben Jean-Laurent, merci de ce petit poème. Donc t'es payé combien par mois pour ce petit poème ? C'est génial. Alors ils font un rapport annuel où chacun fait son petit poème. Ils t'expliquent ensuite qu'ils gèrent un peu le prix de l'énergie avec l'inflation, c'est compliqué, la rareté. Bref, tout ça pour dire, nous sommes là pour que les gueux, quand même, payent l'énergie au prix le plus moins fort, vu que de toute façon tout ça c'est des régulations européennes, on se fait bien avoir. Et, mine de rien, le CRE, c'est d'une opacité sans nom, puisque il faut savoir que ces étranges autorités administratives indépendantes, les 26 AI employaient 3096 personnes, et puis c'était en 2016, et c'est monté jusqu'à 3320 en 2018. 6 d'entre elles ont été fermées entre-temps parce qu'elles servaient vraiment à rien et ça se voyait. Les dépenses de ces autorités ont progressé de 10,8% entre 2017 et 2019. Elles sont passées de 478 millions d'euros à 530 millions d'euros. On parle des cabinets de conseil, mais il faut aussi parler des autorités administratives indépendantes. Alors, parce que leur champ est davantage plus large, il y a eu évidemment un rapport d'une commission d'enquête du Sénat. En France, nos impôts servent davantage et surtout à créer des rapports qui ne sont pas suivis des faits. C'est globalement à ça que sert l'impôt. Et à payer des mecs comme Emmanuel Vargon, enfin des mecs, des meufs, enfin des gens comme ces énarques qui ne savent plus quoi faire après la Cour des comptes et qui se retrouvent dans ces autorités payés plus de 10 000 balles par mois à faire de la poésie. Et donc, un rapport d'une commission d'enquête du Sénat qui a été publié en octobre 2015 avait critiqué les dépenses croissantes des autorités administratives indépendantes et leur prolifération, menant à un délitement de l'État. Au-delà de l'aspect financier, c'était un rapport du sénateur Jacques Mézard, parti radical de gauche, qui pointait du doigt la dérive déjà à l'époque de ces autorités administratives indépendantes. Si vous rajoutez à ça les cabinets de conseil, évidemment que depuis Hollande, Sarkozy et Macron, le plan est simple, foutre en l'air l'État, foutre en l'air les services publics et se payer sur le dos de la bête. Tout simplement, la bête, c'est nous qui payons connement nos impôts. Et alors, dans le rapport, on apprend que son rapport à venir en 2022, donc cette année, on l'attend avec impatience, et conformément à sa lettre de mission, le CRE étudiera les possibilités de conclure des contrats fondés sur la production renouvelable, notamment le parc hydraulique d'EDF. Bon, alors les centrales sont en train de fermer parce qu'il y a des problèmes de maintenance, ou l'eau des fleuves est trop chaude et donc on ne peut pas l'utiliser pour refroidir les centrales, c'est le cas dans la Drôme au Tricastin par exemple, et là on apprend que le CRE va travailler à vendre les bijoux de famille, à faire des contrats avec l'hydraulique. Hydraulique qui a été encore une fois payée par nos impôts, ce sont des infrastructures que les Français ont payées, c'est du bien commun. Mais le CRE a une lettre de mission.
faut continuer de casser l'État. Ensuite, pour le CRE, Linky est une réussite industrielle. Ah oui. Eh oui, vers le déploiement de toutes ses potentialités, pour servir le consommateur, évidemment, et non pas pour réduire... Enfin, voilà, vous savez, voilà, vous connaissez à peu près la douille, c'est proprement incroyable, ces gens-là sont payés pour dire que l'énergie est chère et qu'il faut faire quelque chose, 16 000 balles par mois pour Emmanuelle Wargon parce qu'elle a perdu aux législatives et qu'elle ne peut pas être ministre, tandis que l'ancien président du comité de régulation de l'énergie devient ministre dans un jeu de chaises musicales dont Macron a le secret. Moi, personnellement, je trouve que c'est l'Ancien Régime. Je ne sais pas ce que vous pensez, vous, de votre côté. Si vous trouvez ça normal, si ça va, alors peut-être qu'il y a des vieux macronistes qui regardent la revue de presse, et dans ce cas-là, je les salue et je les remercie. Mais quand même, vous pouvez être vieux macroniste et avoir que ça connecte. Voilà. Voilà, c'était pour débuter cette revue de presse en fanfare, en chanson aussi. Je trouve ça formidable. 26 autorités administratives indépendantes. À l'AMF, le patron touche plus de 250 briques par an pour gérer les marchés financiers qui se gèrent pas de toute façon, puisque généralement c'est Bruno Le Maire qui dit « Soyez sympa, donnez 2 centimes s'il vous plaît ». Non, parce que en fait, les pauvres se sont plaints de la soupe au crachat. Ils ont trouvé qu'elle avait un goût un peu amer, et donc ce serait bien si on pouvait rajouter un peu de sel dedans. Tout ça, et le sel, ça devient cher. Là, les gabelous arrivent. Voilà. Donc moi, je suis très vénère. J'espère que vous l'êtes aussi. Nous sommes en août, il fait chaud. Et oui, c'est la canicule et il y a des feux partout. On continue cette revue de presse. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner sur Twitch. Vous pouvez le faire. Vous nous suivre également sur Patreon, tous les réseaux sociaux. La revue de presse du monde moderne a besoin de vous. Je remercie tous les modernos qui sont quand même des gens formidables. Voilà, je tenais à le préciser. Alors, je ne sais pas, j'ai fait de la merde, et donc je ne sais pas si c'est ça. Oui, c'est ça. Excusez-moi. En une du Figaro, Beyrouth, la vérité étouffée. 2 ans après l'explosion, le pays est dans un chaos terrible, avec quasiment l'état de famine, 80% de la population sous le seuil de la pauvreté, et une enquête au point mort, la négation du deuil, l'envie de cacher ce qui s'est passé dans ces silos à grains qui, rappelez-vous, avaient explosé sur le port de Beyrouth parce qu'ils contenaient des nitrites qui n'avaient pas été entretenus. C'était 220 personnes décédées, 6500 blessés, plus de 300 000 résidents laissés sans domicile. Un scandale sans nom, avec derrière l'enrichissement personnel, bien sûr, de beaucoup de personnes. Le Hezbollah, peut-être, qui était dans la manœuvre. Et la France qui était là aussi, vous allez voir. L'absence d'enquête et l'impunité des élites génèrent frustration et désillusion. Alors, le Liban n'a toujours pas fait une révolution citoyenne. Vous voyez comme ça tient, tout ça, c'est assez incroyable. Les gens font la queue pour des tickets de rationnement, pour l'essence, etc. Il faut savoir que quand Macron y est allé, on va y revenir, il a dit que, vous allez voir, il était au chevet, etc. Alors, ce qu'il a fait, effectivement, on ne va pas reconstruire, parce que c'est cher, c'est 800 millions de dollars environ. Donc, la reconstruction du port est tributaire de la mainmise politique. Donc, comme il n'y a pas de consensus à la libanaise, puisque entre Hezbollah et c'est compliqué, le Liban, c'est une affaire d'oligarques aussi, dans un pays extrêmement pauvre, c'est un scandale, encore un, eh bien, il ne peut y avoir de solution pérenne ou ambitieuse. À l'heure actuelle, celui-ci n'existe pas. Alors, ce qui se passe quand même, il y a eu un accord qui a été trouvé, pour le terminal de porte-containers qui est à 1500 mètres des silos. Et c'est en février 2022 que la CMA-CGM a eu un contrat. La CMA-CGM, c'est une super entreprise dont le patron est un des plus riches français. Évidemment, donc là, c'était là le bilan de Macron. Et donc, il a réhabilité une partie de l'infrastructure, multipliant par 3 le nombre de grues en fonction. Mais cette zone en plein centre-ville ressemble de plus en plus à un bidonville. On investit pour le business, pas pour les Libanais. À l'époque, il y a 2 ans... Ah, excusez-moi, il faut que je boive. J'ai plus de café. Ah, je suis tellement vénère. Ah, mais je suis tellement vénère. Ah non, mais... Et en plus, là, l'autre écran qui est mort, là. Qu'est-ce que c'est que ce bordel Si le matos ne suit pas... Allez. Bon. Alors, donc, à l'époque... Emmanuel Macron était au chevet du Liban. Regardez tous ces titres merveilleux. Emmanuel Macron et Antonio Guterres au chevet du Liban. Emmanuel Macron aux Libanais. Je vais leur proposer un nouveau pacte politique cet après-midi et je reviendrai le 1er septembre. Et s'ils ne savent pas le tenir, je prendrai mes responsabilités avec vous. Mais ils ne l'ont pas tenu.
Alors c'est vrai que quand Macron arrive quelque part, il fait plein de promesses, et après, visiblement, c'est l'esbrouf et la corruption qui restent. C'est étonnant, hein. Et donc, je vous mets quand même cette petite vidéo d'autopromo qu'il avait osé faire après le 1er septembre sur son compte officiel de l'Élysée. C'est là que vous recrachez le liquide que vous avez dans votre bouche, normalement. Je suis heureux de me retrouver devant vous, et c'est l'engagement que j'avais pris le 6 août dernier. La France a donc agi dès le lendemain de l'explosion, par elle-même, de toutes ses forces, et nous continuons de le faire, État, collectivités locales, entreprises, citoyens, notre armée, nos ministères, évidemment le Quai d'Orsay, mais aussi le ministère de l'Intérieur, nos ONG, avec beaucoup de volontaires, et nos collectivités territoriales. Un pont aérien et maritime a été mis en place. 8 vols et 2 navires affrétés par le ministère des Armées, un vol affrété par le groupe CMA-CGM. Ce pont a permis de déployer près de 140 personnels, d'acheminer 1000 tonnes d'aide en nature. 700 militaires ont été déployés et travaillent, nous l'avons vu ce matin, en parfaite coordination pour le déblaiement d'urgence et nombre d'actions. 140 personnels et experts techniques ont été déployés, sauveteurs, déblayeurs, marins-pompiers, gendarmerie, police judiciaire, psychologues, y compris pour les besoins de l'enquête sur l'origine de l'explosion. Je l'ai dit à plusieurs reprises, avant mon déplacement, pendant ce déplacement, même avant cette date, il y avait une amitié, une force, une fraternité entre le Liban et la France qui s'impose à nous. Notre hymne va si bien au peuple libanais, notre devise lui convient. Et aussi parce que tous les principes... Bon, j'arrête, c'est juste pas possible en fait. Voilà, le mec faisait de l'autopromo sur le dos des Libanais alors qu'ils étaient en pleine crise. C'est juste proprement scandaleux, j'ai pas de nom pour le dire. 2 ans après, évidemment, à part CMA-CGM qui a eu un contrat, rien. Les élites libanaises en dessous de tout, évidemment. Les Libanais dans la pauvreté totale. C'est juste dingue. Voilà, je ne sais pas... Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider réellement les Libanais ? Il y a ceux qui ont cru à Emmanuel Macron, malheureusement. On doit subir... Non, j'ai enlevé le discours complet, vous inquiétez pas. Mais c'est proprement scandaleux. Alors ça, c'était la petite vidéo d'autopromo après, voilà. Bon, on revient sur la revue de presse. Alors, faut pas déconner quand même, hein. Il y en a qui vont en vacances, notamment les ministres. La carte de France des ministres en vacances. Alors là, on découvre le nom des ministres. Je sais que vous ne les connaissez pas, donc je vais vous aider. On va lire cette carte de France ensemble pour savoir où ne pas passer ses vacances avec des ministres macronistes. Non, je déconne, c'est des gars super, c'est des mecs en or. C'est des mecs qui bossent, ils font un boulot d'enfer. Alors, Sébastien Lecornu, qui est donc ministre des Armées, lui est dans l'Eure. Marc Fesneau, ministre de l'Agriculture dans le Loir-et-Cher, hein, c'est l'homme qui chasse à l'arc. Rima Abdul-Malak, ministre de la Culture, vous l'aviez oublié celle-là, eh bien elle est dans l'Isère. Olivia Grégoire, ministre chargée des PME du commerce, hein, qui a été porte-parole 2 jours, et puis ils se sont rendus compte que ce serait un fiasco total, donc ils ont mis Véran parce que lui sait bien mentir. Et donc elle, eh bien, elle se retrouve en Haute-Saône. Olivier Becht, alors lui je le découvre, ministre délégué chargé du commerce extérieur, il est en Alsace. Super. Isabelle Rome, je la découvre également, ministre déléguée chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc c'est une sorte de nouvelle Marlène Schiappa, mais qui n'écrit pas de livre sur les grosses qui savent bien sucer. Elle est en Haute-Savoie, c'est formidable. Clément Beaune est en Provence, et lui il est chargé des transports, il est passé de l'Europe au transport. Gabriel Attal, lui s'occupe des comptes publics, il est en Corse, ainsi que Franck Rister qui est en Corse. Catherine Colonna, ministre des Affaires étrangères, est en Corse. Rister, j'ai oublié, mais il est ministre chargé des relations avec le Parlement. Voilà. François Braun est dans les Alpes, le ministre de la Santé, hein, qui a expliqué que, attention, il ne faut pas dire les urgences ferment, il faut dire que l'entrée des urgences est régulée par du personnel administratif formé pour dire aux gueux d'aller se faire foutre et de mourir tranquillement chez eux, s'ils peuvent, éventuellement. Ou éventuellement de s'auto-opérer, c'est pas compliqué, enfin Rambo le fait. Une petite aiguille et tu recouds, tu vas pas appeler les urgences. Enfin, Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur, est dans les Alpes-Maritimes, tout comme Éric Dupond-Moretti, l'homme qui accuse tout le monde d'être antisémite. Elisabeth Borne, elle est dans le Var, voilà. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, est dans les Bouches-du-Rhône. Oh putain, faut que je vous dise. J'ai fait un rêve avec Elisabeth Borne cette nuit. C'était terrible. J'étais chez elle, c'était un appartement bourgeois au bord de Seine, et elle était super sympa.
Elle a dit, bah tu vois Poulain, tu vois, tu pensais du mal de moi, mais regarde, ah ouais c'est vrai, on a passé une super soirée, il y avait ses enfants et tout, c'était super drôle, elle faisait des blagues, elle était vraiment ultra sympa. Je sais pas ce qui m'arrive, franchement je vais arrêter cette revue de presse, en réalité c'est juste dingue. Alors je peux pas lire vos commentaires, c'est dommage, parce que voilà, mais voilà, je tenais à partager ça avec vous, parce que je me suis réveillé, j'étais quand même mal, je dis mais peut-être qu'elle est sympa. Peut-être qu'elle est sympa en fait. Et drôle surtout. Enfin voilà, peut-être vous aussi vous faites des rêves bizarres. Après tous les rêves, hein, vous savez, c'est quand même n'importe quoi. Jean-Christophe Combes, que je découvre aussi, ministre des Solidarités, est dans les Pyrénées-Orientales. Geneviève Dariussec, déléguée chargée des personnes handicapées, est dans les Landes. Roland Lescure, ministre délégué chargé de l'industrie, alors lui, il est dans le sud-ouest. Bruno Le Maire, dans sa maison, pas loin de la côte basque également. Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique, alors lui, il a totalement disparu des radars. Hein, Christophe Béchu, c'est simple. Pour l'écologie, c'est Agnès Pannier-Runacher qui dit des trucs. Alors là, on ne sait pas où elle est d'ailleurs, Agnès. Je ne la vois pas dans la carte des ministres en vacances. C'est ça, elle ne prend pas de vacances en fait. Dans le Maine-et-Loire, dans la Loire-Atlantique, Amélie Oudéa-Castéras, son mari est très content, vous allez voir, patron d'une grande banque, et pour lui la hausse des taux c'est que du bonheur. Et puis Papendaï est dans le Cotentin, c'est le ministre de l'Éducation nationale, et Caroline Cailleux, celle qui a des amis c'est ces gens-là, elle est en Bretagne, elle est chargée des collectivités territoriales. C'est beau, hein. C'est beau parce que grâce à la carte des ministres en vacances, je découvre avec vous le nom des ministres. Voilà. C'est quand même ça la Macronie. Hein. On est. Alors il y en a un qu'on connaît bien, de ministre, c'est Gérald Darmanin, en interview dans le Figaro. Une lutte plus intraitable que jamais contre les délinquants étrangers. Ah, mais c'est vrai. L'inflation explose. Il y a l'emploi. Bon, c'est comme d'habitude. On est en stagflation. C'est la guerre partout. Tout va mal. Les taux montent. On peut même plus manger, plus se loger. Mais ça tombe bien. On va faire un grand débat sur l'immigration à la rentrée. Ah oui, à la demande d'Emmanuel Macron. Hein, il y aura un grand débat avant sa loi pour dire dehors les délinquants étrangers. Ça suffit maintenant. Et oui, évidemment. Alors lui, il se voit un avenir. Vous allez voir, cette interview est juste lunaire. Établissez-vous un lien entre insécurité et immigration. Nous ne sommes ni dans la naïveté générale de l'extrême gauche, ni dans la caricature absolue de l'extrême droite. Nous ne jugeons pas les étrangers pour ce qu'ils sont, mais pour ce qu'ils font. On dirait du Pécresse. C'est merveilleux. S'ils souhaitent s'intégrer à la République, ils sont les bienvenus. Dis donc, tu souhaites t'intégrer à la République ? Comment ça, tu parles pas français ? Bon, dehors, allez, hop. Non, mais c'est compliqué. S'ils ne respectent pas nos valeurs et nos lois, ils doivent partir. Aujourd'hui, les étrangers représentent 7% de la population française et commettent 19% des actes de délinquance. Alors, jusqu'à présent, on n'avait pas ce comptage ethnique des taux de délinquance. Alors, pas ethnique, mais par nationalité, c'est formidable. Refuser de le voir, ce serait nier le réel, mais il serait faux de réduire la délinquance aux étrangers. Oui. Nous devons avoir davantage de fermeté lorsqu'on constate qu'à Lyon et à Paris, respectivement 39% et 48% des actes de délinquance sont le fait d'étrangers, souvent des multirécidivistes qui ont affaire sur notre sol et que je vais m'employer à expulser. Mais dis donc, ça fait pas 2 ans que t'es ministre de l'Intérieur ? Les supporters anglais, Stade de France, les attaques au couteau quotidiennes. Qu'est-ce qui se passe, Gérald ? T'aurais oublié d'être ministre des fois. Non mais c'est impressionnant, j'adore ces ministres qui passent leur temps à dire « je vais faire des trucs ». Ou Bruno Le Maire qui passe son temps à fustiger ou à demander à faire l'aumône. Hein. C'est à peu près ça son boulot de ministre de l'économie. On continue cette interview merveilleuse de Gérald. Êtes-vous aujourd'hui le Gérald Darmanin qui dénonçait il y a 2 ans l'ensauvagement d'une partie de la société ou celui qui tensait durant la campagne les candidats Orange Mécanique ? On dirait du Delahousse, j'adore. Je suis une personne de bon sens, provinciale, enfant de classe moyenne, qui se contente de parler français, avec les mots qu'utilisent les Français. Lorsqu'il y a des violences de plus en plus sauvages dans la société, je le dis. Et quand je vois que l'extrême droite essaye d'exciter les pulsions, je le dis aussi. Vous êtes trop molle, Madame Le Pen. Ça, il le dit aussi, Gérald. Le tout sans aucun autre calcul politique que la volonté de servir la République. S'il te plaît... S'il te plaît, tu demandais des faveurs sexuelles pour louer des appartes quand t'étais à l'UMP, bordel. J'essaie d'incarner le bon sens populaire. Alors le bon sens populaire ne demande pas des faveurs sexuelles pour louer des appartes, qui allie générosité et fermeté. Alors la générosité, c'est pour louer l'appart, la fermeté, bon bah c'est évidemment
Voilà. Je vous fais pas de dessin, il y a des enfants qui regardent cette revue de presse. Mais globalement, quand même, cette interview est dingue. Hein. C'est-à-dire que le mec, vous allez voir, à la fin, il lui demande... Quand même, le président de la République ne peut pas se représenter en 2027. Certains préparent déjà la suite. Édouard Philippe avec Horizon, Bruno Le Maire, en devenant le Monsieur Idée de Renaissance. Et vous ? C'est les trois grands fauves qui sont mis en scène par la presse oligarchique. Le Maire, Darmanin et l'autre là, Édouard Philippe, la saucisse du Havre. Ça, c'est les trois grands fauves qu'on nous vend pour la suite de Macron. Alors les gars, on a 5 ans. Je veux qu'on change les choses. Que les Français arrêtent de voter pour se faire maltraiter pour des gens qui racontent n'importe quoi à longueur de temps. Parce que là, vous allez voir, c'est la fin, c'est le truc. Alors, Gérald, c'est pour toi ou pas le job, hein ? Tu le sens pas ? T'es un grand fauve ? Alors, vas-y, mon grand fauve. On m'a demandé de m'investir dans le futur parti présidentiel. Étant donné que je n'ai qu'une seule boussole, la réussite du quinquennat, j'ai accepté. J'y ferai entendre la voix des classes populaires. Ça, c'est son petit mantra. C'est une classe populaire, le bon sens populaire, et moyenne, qui allie respect de l'autorité et intérêt pour la question sociale. La question sociale, c'est génial. Le mec utilise ça alors qu'il rêve tout simplement de vivre dans les palais de la République à nos frais. C'est ça, la question sociale. Mais à propos de bon sens populaire, comme disait ma grand-mère, avant l'heure, c'est pas l'heure. Ah bah dis donc, c'est dingue. Elle avait des expressions de dingue, ta grand-mère, Gérald. Parce que la mienne disait « Ah, ils vont encore nous enculer, ces salopards. Ah, mais regarde-moi ça comme ils vont nous enculer. » Bon, elle n'avait pas cet accent à la Colette, elle était évidemment bourguignonne. Mais franchement, comme disait ma grand-mère, avant l'heure, c'est pas l'heure. Faut l'oser, celle-là, quand même. Comme disait mon grand-père, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Hein ? Ouais, super. Et sinon, qu'est-ce qu'elle disait, ta grand-mère ? Va te faire enculer ! Pardon, excusez-moi, je dis des gros mots, mais retenez-moi. 5 ans, les gars. 5 ans pour semer des petites graines un peu partout, pour reprendre la démocratie, pour en finir avec ce cirque politico-médiatique, mais hideux, stupide, où on met en scène Gérald Darmanin comme potentiellement le futur président de la République française. Mais vous vous rendez compte ? Est-ce que vous vous rendez compte ? Oui, vous vous rendez compte puisque vous êtes devant la revue de presse. Donc, s'il vous plaît, on va continuer de faire cette revue de presse. On va continuer de gueuler tous les matins, de dénoncer, mais on va aussi construire. Je sais qu'il y a bientôt un grand rassemblement pour la démocratie en septembre, avec le RIC constituant, avec plein d'autres choses. Tous ces petits ruisseaux, ils sont essentiels pour reprendre le contrôle parce que j'ai l'impression que ça part en couille totale. Excusez-moi de l'expression, mais comme disait mon grand-père, ça part en couille totale. Donc, il va falloir vraiment se sortir les doigts du fion, comme dirait ma grand-mère, avant qu'on passe tous à la casserole, comme disait ma grande-tante, qui elle-même était mon grand-oncle, puisque ça lui en touchait une sans faire bouger l'autre. Mais ça, c'est une histoire familiale tout à fait personnelle que je n'ai pas à partager avec vous ce matin, tout comme le rêve que j'ai fait avec Elisabeth Borne. Voilà, tout le monde doit se concentrer sur la réussite du président de la République, le meilleur que la France ait connu, de son quinquennat, qui sera aussi la réussite de la France. Il ne peut y avoir de destin individuel en cas de défaite collective. C'est beau, un destin individuel. Putain, les gars, je veux ce matin un serment du monde moderne. Ni Édouard Philippe, ni Bruno Le Maire, ni Gérald Darmanin ne pourront être candidats à l'élection présidentielle. Ou s'ils le sont, ils seront moqués pour ce qu'ils sont. Des carriéristes. Au petit pied. Donc j'espère qu'on va faire des grandes choses. En commençant par passer cette revue de presse de 1500 quotidiens à 3500 quotidiens. Voilà, ça c'est l'objectif. Je compte sur vous. La suite, ce sera des rencontres partout en France, des apéros du monde moderne, je ne sais pas comment on va faire. Ce sera des connexions avec ces mouvements qui prônent la démocratie participative. Et ce sera un vrai travail de fond pour en finir avec ce cirque où on enferme les gens grâce à des outils de fabrique du consentement dans une réalité alternative où Gérald Darmanin est un grand fauve. Voilà. Donc j'espère que... non, Emmanuel Macron en 2027, non. Déjà 2027, ça paraît tellement loin. Tellement loin. Est-ce qu'on passera les sécheresses chaque été ? Est-ce qu'on évitera la guerre thermonucléaire ? Est-ce que la France existera encore en tant que pays au sein de la région Europe, rattachée aux États-Unis d'Amérique du monde ? Je ne sais pas. Ce sont beaucoup de questions que nous avons à poser, que nous devons nous poser aujourd'hui, comme le fait Jacques Attali d'ailleurs quotidiennement. Je pense qu'aujourd'hui, il n'y a pas 36 chemins à faire, mais il faut davantage s'auto-manger.
Je crois qu'une des solutions essentielles pour une économie du vivant, c'est commencer par se manger. Alors un petit doigt, ça permet de continuer d'utiliser le reste de ses doigts, mais néanmoins, ça permet d'éviter de mourir de faim cet hiver, puisque le carton va venir peut-être à manquer. On parle de pénurie de carton, donc j'espère que les Français vont commencer à envisager l'autocanibalisme. Voilà, alors je ne sais pas combien vous êtes, puisque je n'ai pas mon écran de contrôle, et ça me stresse, parce que je suis un grand malade du contrôle. Est-ce que je peux voir là-dessus le monde moderne, ma chaîne? Hop, vous êtes environ 1200, c'est merveilleux. L'image est belle. Oh là là, qu'est-ce que c'est bien cette revue de presse. Putain, je kiffe. C'est génial. 1300, super. Alors, on continue. N'hésitez pas bien sûr à vous abonner et à vous dire... Putain, je fais n'importe quoi. Et à vous dire que tout va bien. Mais cette interview de Gérald Darmanin m'a un peu mis les nerfs. Bergerac, une explosion dans une usine Seveso Seuil Haut fait 8 blessés, dont une victime en état d'urgence absolue. Il faut savoir que là, il fabriquait des explosifs pour les munitions. Voilà, donc bon, c'est un peu... voilà, on ne sait pas. Alors, une enquête, évidemment, va être en cours. Accident industriel à 14h mercredi, explosion dans la ville de Bergerac en Dordogne, en gare 75, au cœur de l'usine Manuco, qui fabrique de la nitrocellulose, qui permet de concevoir des poudres et des explosifs. Voilà, l'origine de l'incident est encore inconnue. Il y a eu ensuite un incendie, l'usine a été évacuée, plusieurs personnes ont été blessées. Voilà, et 35 personnes ont été incommodées par les fumées. Il y a eu une évacuation, évidemment. Il faut savoir qu'il y a 705 sites industriels qui sont classés Seveso Seuil Haut en France. On se rappelle également ce qui s'était passé à Rouen avec l'usine Lubrizol. La sécurité de ces sites Seveso Seuil Haut est quand même assez haute, évidemment, pour éviter tout risque de ce type-là. Mais les accidents sont légion. Et là, ça tombe mal, c'est une fabrique d'explosifs. Alors, même si Gérald veut raccompagner les étrangers délinquants à la sortie, la France a accueilli 100 000 réfugiés ukrainiens et avec l'appel de Volodymyr Zelensky d'évacuer la région de Donetsk, le chiffre risque de passer à 200 000 bientôt. Alors, il y a ceux qui maintenant restent, veulent créer leur entreprise, payer des impôts, travailler en France, les enfants aussi qui sont nombreux, qui vont être scolarisés et faire leur deuxième rentrée ou première rentrée officielle dans une école française. Et puis il y a les cas où ça se passe mal, la cohabitation avec des Français qui ne sont pas aidés par l'État, qui accueillent une famille ukrainienne et qui voient que c'est quand même compliqué de vivre sous le même toit avec des combats pour la télé, la box internet, bref, couper le wifi la nuit, enfin c'est compliqué. Heureusement que les Français ont accueilli des réfugiés. Évidemment, maintenant, la question qui se pose, c'est quand est-ce qu'on arrête cette guerre en Ukraine? Voilà, juste. Parce qu'il y a de plus en plus d'amputés du côté ukrainien. Alors, les Ukrainiens ne donnent pas le nombre de blessés, mais visiblement, c'est assez catastrophique. Côté russe, on ne parle pas non plus des blessés et des morts. Mais cette guerre, voilà, fait des morts qui sont quand même tous slaves, qui ne devraient pas s'entretuer entre eux. C'est quand même n'importe quoi. Voilà, ce serait bien d'arrêter le plus vite possible, merci, plutôt que de continuer à déverser des armes pour que la guerre continue jusqu'à ce qu'il n'y ait plus jamais de paix possible. Comme vous m'avez dit, attendez, vous m'avez dit oui, ça suffit maintenant, il n'y a que des mauvaises nouvelles dans la revue de presse, moi je vais arrêter de regarder, ça me fout le cafard, c'est nul, on dirait un film des inconnus. Non, il y a des bonnes nouvelles. J'ai préparé quelques bonnes nouvelles pour vous, il y en a 3 ce matin notamment. Vous allez bienvenue aux nouveaux followers, bienvenue aux nouveaux abonnés. Vous les voyez apparaître dans le chat, c'est merveilleux. Je suis obligé de suivre le chat là du coup, puisque je sais pas pourquoi l'autre ordi il a craché. Quand c'est pas la caméra, c'est l'autre ordi. Enfin voilà, on est en train de se roder. Je vous cache pas que ce sera bien mieux dans quelques semaines. Nouveau journaliste TF1, qui ça? On a commencé en chanson. Change rien, poulain. Merci. Dégaine les bonnes news. Ah, très bien. Alors, non, Jojo n'est pas encore président, mais il va revenir, vous inquiétez pas. Twitch Marine, c'est Malidon.
Alors, non, c'est des bonnes nouvelles. Non, attendez. C'est le moment bonne nouvelle. La Société Générale se fixe des objectifs ambitieux pour 2025. Eh oui, eh ben oui. Eh ben alors, toujours à se plaindre. Mais regardez, il y a des gens pour qui tout va bien. Alors, Frédéric Oudéa, donc le mari de la ministre des Sports, qui est directeur général de la Société Générale, qui avait menti devant une commission d'enquête du Sénat, mais ça, c'est pas grave, c'est la base pour entrer en Macronie. Donc, la retraite de Russie coûte cher à la Société Générale, puisqu'ils ont cédé leur filiale Rosbank au fonds d'investissement russe Interos, et les comptes ont plongé dans le rouge, puisqu'elles ont perdu 1,5 milliard d'euros. Mais hormis cet élément exceptionnel, la Société Générale dégage un résultat de 1,5 milliard d'euros. Bon, ils se sont démerdés pour que... Voilà, parfait. Supérieur à celui du deuxième trimestre 2021. À l'instar de ses concurrents européens, dont BNP Paribas, elle a connu des niveaux d'activité records dans l'ensemble de ses métiers. Le deuxième trimestre conclut 2 ans d'intense et discipline d'exécution de nos différents projets stratégiques. On veut aller plus loin. Ils abordent les prochains mois avec confiance. Donc, ayez confiance, les banquiers ont confiance. Alors, arrêtez de vous ronger les ongles. Vous voyez, eux, ils abordent les prochains mois avec confiance. Tout en étant lucides sur un environnement économique et financier plus incertain. Donc, même, ils ont confiance, mais ils rajoutent la petite goutte de sueur quand même, des fois que ça se voit trop, qu'ils font semblant d'avoir confiance. Et donc, il a pour objectif de faire croître les revenus d'au moins 3% au cours des 3 prochaines années. 1% par an, c'est du délire. Donc, c'est beau. Une ambition proche de celle de BNP Paribas qui prévoit d'augmenter ses revenus de plus de 3,5% par an en moyenne d'ici à 2025. Magnifique. Alors voilà, ils vont améliorer la rentabilité, enfin comme d'habitude. Et puis lui doit passer la main. Et il y a une question de qui va succéder à M. Oudéa. Ce sera en 2023. Le conseil d'administration, qui est présidé par l'Italien Lorenzo Binismaghi, s'est mis en quête de son successeur, épaulé par le cabinet de recrutement Egon Zehnder. Il faut trouver quelqu'un qui parle français quand même et qui aime bien l'argent. Bon, ça devrait se trouver. Chercher dans les... Peut-être Jean-Michel Blanc. Ah non, il est prof. Mais enfin, bon, bref. Alors ça, c'est la première bonne nouvelle. Et déjà, je vois que vous n'êtes pas content parce que vous dites non, mais c'est pas une bonne nouvelle. Mais alors là, on est vraiment quand même dans la très très bonne nouvelle puisque AXA profite de la hausse des taux d'intérêt. Oui, l'assureur, là encore, très confiant pour l'avenir, qui a dégagé 4,1 milliards de profits rien qu'au premier semestre. Alors de quoi vous plaignez-vous, bande de gueux? Jamais content, toujours à recracher, à dire « Non, j'en veux plus de cette soupe au crachat. » Mais bouffez-la! Il n'y a que ça à bouffer de toute façon. Et puis soyez très confiants. Il y en aura plein à l'avenir de la soupe au crachat. La remontée des taux est une très bonne nouvelle pour nos clients, mais également pour nos investissements. Ben voilà! AXA a très bien résisté au premier semestre, pourtant semé d'embûches, avec un bénéfice net de 4,1 milliards d'euros. Ça, c'est de la bonne nouvelle. Une hausse de 3% sur un an, boostée en partie par la remontée des taux d'intérêt. Donc, tout ça, c'est complètement mécanique et totalement artificiel, mais ils sont très contents. Alors, et d'ailleurs, Bruno Le Maire avait expliqué qu'une partie de la dette française était indexée sur l'inflation pour faire plaisir aux banquiers et aux assureurs. Et là, les banquiers et les assureurs sont donc très contents grâce à Bruno Le Maire qui a, de manière brillante, avec Emmanuel Macron, endetté la France sur la base du taux d'inflation. Une partie de la dette est là-dessus, pour faire plaisir aux banquiers et aux assureurs. Vous sentez quand même qu'on vous prend pour des cons quotidiennement? Ça commence à monter? Enfin, il y en a beaucoup qui le savent déjà, mais pour ceux qui n'étaient pas encore au jus, ça va? Vous commencez à comprendre que l'argent magique existe pour une certaine partie de la population. Concrètement, les assureurs placent les primes versées par les assurés en attendant qu'un sinistre se produise. Grâce à la hausse des taux longs, AXA peut investir dans des obligations liées à l'inflation ayant un rendement plus élevé que par le passé. Il s'agit de la dette de l'État. Le groupe a également tiré parti de la distribution de certains fonds actions. La remontée des taux est une très bonne nouvelle pour nos clients et pour nos investissements. C'est Thomas Burberl, le directeur général d'AXA, qui expliquait ça. Cette nouvelle donne financière a permis au deuxième assureur européen derrière Allianz de bien traverser le semestre. Génial. Alors ils ont provisionné parce qu'il y a la guerre en Ukraine. Et puis alors, comme ils ont beaucoup d'argent, ils en profitent pour racheter leurs actions à eux. Dopé par ces bonnes performances, AXA se montre très optimiste pour l'avenir. Nous restons très confiants dans notre capacité à atteindre les objectifs principaux de notre plan stratégique Driving Progress 2023. Driving Progress 2023. Un plan stratégique incroyable qui rapportera des millions de brousoufs aux gens qui en ont déjà tellement qu'ils ne savent plus quoi faire de leur argent. Devenez vous aussi un des clients d'AXA. Et oui,
Eh ben oui, voilà, vous avez le plan Driving Progress 2023 qui est là pour vous servir, sur un plateau d'argent, d'or, Donc voilà, ils sont très contents. Hein. Évidemment, dans ce contexte macroéconomique incertain, nous restons bien sûr vigilants et prenons l'ensemble des mesures nécessaires pour compenser l'impact lié aux pressions inflationnistes et à la volatilité des marchés financiers. Ça, c'est Frédéric de Courtois, directeur général adjoint d'AXA. On fait de la thune, mais on sait que ça ne va pas durer, hein, on déconne pas trop. Dans ce contexte porteur, le groupe a décidé de lancer un programme de rachat d'actions, voilà, 1 milliard d'euros, qui vient en complément de 2 programmes achevés au premier semestre. Donc, grâce à l'argent magique de la BCE, les banquiers, les assureurs, les fonds, tous ces gens qui ont beaucoup d'argent rachètent eux-mêmes leurs actions pour être sûrs de faire de la thune avec la thune qui est promise par ceux qui créent de l'argent pour ceux qui n'en ont pas besoin. C'est super bien foutu. De fait, l'action AXA s'est envolée de 5,66%, clôturant en hausse l'indice du CAC. Ah, voilà, une très bonne nouvelle. Et je vois que vous n'êtes toujours pas content. Alors ça tombe bien parce que j'ai quand même une autre bonne nouvelle. Patrick Balkany, sa libération conditionnelle. Ah bah ça c'est une bonne nouvelle. Merci. Enfin Patrick va sortir de prison. Patrick libre. C'est génial. C'est proprement génial. Donc, les seules bonnes nouvelles qu'on trouve dans la presse, quand même, sont de la part des banquiers et des investisseurs. Ça devrait vous mettre la puce à l'oreille. Je dis pas que... Enfin, quand même. Je pense qu'il y a un truc. Je pense qu'il se passe un truc. Je pense qu'il se passe vraiment un truc. Je pense que... Enfin, je sais pas. Alors, hop. Troisième et dernière bonne nouvelle. Faut pas déconner non plus. Faut pas abuser des bonnes choses. Les profits de Veolia sont tirés par la canicule et l'intégration réussie de Suez. C'est pas beau ça aussi? Oh, j'ai failli pleurer tellement ça fait du bonheur. Et oui, alors vous savez que Veolia a racheté Suez grâce à une sorte de danse du ventre macroniste. Hein, tout ça s'est déroulé comme d'habitude, hein, comme quand on vend Alstom aux Américains. Et donc les activités portent déjà leurs fruits. Et la vague de chaleur ont porté la croissance. Eh ben c'est génial. Et oui, l'activité de distribution d'eau a augmenté en volume au premier semestre. L'eau municipale en particulier affiche de bons volumes en France, en Europe centrale et en Espagne. Et ce, grâce aux fortes températures et à la reprise de l'activité touristique ainsi qu'à la hausse des prix. Et oui, plus 3,4% en France, plus 2,5% en Espagne, plus 11% au Chili. Eh oui, l'eau bientôt ce sera très cher. Encore un produit de luxe qui arrive. Alors à Gérardmer, dans l'IB, vous avez une double page sur l'eau qui manque dans les Vosges et les mecs qui éventrent les jacuzzis des mobil-homes et des résidences de tourisme en disant ça suffit, l'eau c'est pour boire. Et on ne peut pas pomper l'eau du lac puisqu'il n'y a pas assez de précipitations. Bref, l'eau vient à manquer, mais pour Veolia, c'est que du bénéfice puisque les prix de l'eau augmentent, ça devient une rareté. Bordel. C'est que ça va pas tenir. Hein. Je veux bien, hein, on continue de faire semblant, on rigole, tout ça, mais ça va pas tenir. Ça ne peut pas mathématiquement tenir. Les vagues de chaleur ont donc porté la croissance du groupe. Pour le seul Grand Paris, nous avons observé une augmentation des volumes de 8,9% sur le mois de juillet par rapport à 2021, suite aux faibles précipitations. Détaille Estelle Brakianov. La firme explique cependant être limitée par les arrêts préfectoraux pris pour limiter la consommation dans certains cas précis comme l'irrigation. Merde alors, on peut pas faire des profits avec l'eau qui manque. Qu'est-ce que c'est ce bordel? Appelez-moi le préfet. C'est incroyable. Veolia espère continuer à surfer sur les besoins croissants en eau, notamment grâce aux solutions qu'elle développe depuis longtemps en matière de réutilisation des eaux usées traitées, REUT. Et oui, le groupe a annoncé en juillet un projet de lancer 100 stations spécialisées en France qui pourraient permettre de préserver environ 3 millions de mètres cubes d'eau potable, l'équivalent de la consommation moyenne annuelle d'une ville de 180 000 habitants. Et oui, alors la France n'est pas en avance dans ce domaine. Alors Bill Gates a déjà investi dans une machine à filtrer le caca pour faire de l'eau, donc je pense qu'on peut aller plus loin, évidemment. Hein. Avec la soupe au crachat déjà qu'on mange quotidiennement, on peut aller beaucoup plus loin. Et donc, 90% de l'eau consommée est réutilisée en Israël, 15% en Espagne et seulement 0,1% en France. Donc c'est scandaleux, évidemment. Alors, ils dégagent beaucoup de profits, mais est-ce qu'ils les utilisent pour justement préserver l'eau? Parce qu'il y a des objectifs climatiques. Non, parce qu'on parle de sobriété énergétique. Mais là, Veolia, qui est très content que les gens utilisent plein d'eau alors que ça vient à manquer, ils te disent, non, mais on va construire, évidemment, 100 petites stations spécialisées en France pour récupérer l'eau. Seulement 100? Bon. Si le groupe a profité des aléas liés au changement climatique, Veolia a pour priorité de devenir un leader de la transformation écologique. Ah!
La réutilisation d'eau usée représente de nouvelles opportunités, explique Tancrède Fulop. Putain, on dirait un personnage d'un bouquin de Tancrède Fulop. Bonjour, Tancrède Fulop. Ouais, je suis détective privé. Qu'est-ce que vous voulez? Tancrède Fulop. Incroyable ce nom. Putain, incroyable. Cela fait d'ailleurs plusieurs années que Veolia réclame un adoucissement d'une réglementation trop contraignante sur le sujet. Ah oui, encore une fois, c'est... Vous nous empêchez de faire de l'argent avec une valeur montante, hein, l'eau rare. Avec la sobriété des ressources qui arrivent sur le devant de la scène, la situation pourrait bien se débloquer. Heureusement. Formidable. Voilà, ça c'était donc les 3 bonnes nouvelles de cette revue de presse. J'espère qu'elles vous ont fait chaud au cœur, qu'elles vous ont réchauffé dans vos petits salons, au bureau, je ne sais pas où vous écoutez. En tout cas, c'est génial. On est vraiment sauvés grâce au meilleur président que la France n'ait jamais connu. Grâce à l'autorité administrative indépendante qui est le comité de régulation de l'énergie, à la tête duquel Emmanuel Vargon va faire un travail exceptionnel. D'ailleurs, j'ai oublié de le dire, mais Agnès Pannier-Runacher a félicité immédiatement la nomination de sa copine Emmanuelle Vargon au poste de présidente de la CRE. Retroussons-nous les manches, allons travailler. Ça, c'est la magie. Tu parles. Dude, so fucked up. Libération fait sa une sur les femmes au pouvoir, au-delà du symbole. À Matignon, au perchoir de l'Assemblée, les présidents de groupe, elles sont 5 à occuper des postes de pouvoir. Pour autant, la parité réelle reste à construire, surtout en Macronie. Il faut dire que Aurore Bergé a attendu 5 ans pour avoir un poste. Elle n'a même pas été secrétaire d'État. Elle a vraiment, vraiment attendu. Elle est sage, elle a bien bossé. Mathilde Panot qui explique que même quand elle faisait des vidéos à 1 million, qu'elle arrivait à faire parler d'elle, les médias parlaient d'une députée insoumise. Personne ne connaissait son nom. Bon, et puis les autres, Marine Le Pen, ça fait longtemps qu'elle est dans le paysage médiatique et chacun se bat pour exister. Et Elisabeth Borne, pourquoi j'ai rêvé que je passais une soirée chez Borne et qu'elle était sympa et qu'on faisait des blagues et qu'à la fin je dis ouais, c'est vrai, j'étais un peu dur. C'est l'inconscient qui parle en fait. Peut-être je devrais devenir macroniste. Peut-être une étoile s'est allumée, peut-être une perche a été tendue, peut-être il est temps pour moi d'arrêter ces conneries. Peut-être il est temps pour moi de vénérer comme il se doit les talents exceptionnels de l'être humain exceptionnel qu'est le président Macron. Peut-être il est temps pour moi de faire un bilan, de revenir sur ces années de cynisme, finalement, de passion triste, de critiques parfois dures, souvent fondées malheureusement, mais peut-être aveuglées par un déni du réel, un déni démocratique également. Peut-être il est temps pour moi de raccrocher les gants et de rejoindre ce grand parti unique qu'est Renaissance. Oui, renaître. Renaître à la vie, renaître aux idées, renaître, finalement, cesser d'être ce journaliste critique, cet éditorialiste insensé et devenir tout simplement une plume de plus qui est là pour aider le pays à réussir. Et si le pays réussit, c'est parce que Emmanuel Macron réussit. Peut-être il est temps pour moi de devenir macroniste. C'est ça. Arrête ou je me désabonne. Devenons tous ensemble macronistes. S'il vous plaît, les enfants. Ah, venez. Oui, non, sinon vous n'êtes pas à portée de lance-flamme. Venez, voilà. C'est pour la transition sur Sirius. Ça va bien se passer, vous inquiétez pas. Ah putain, la drogue. En plus, non, j'avais rien pris, rien bu hier. Je suis allé à un concert, c'était super. Je rentre, je me couche, tout va bien. Et là, je me réveille et je dors. Ce rêve incroyable. Incroyable. Et mon inconscient me fait peur. Alors, putain, on va parler de l'école des influenceurs. Very important people. Il y a une école qui s'appelle Ambaza qui avait fait un clip promo avec des yachts, des Ferrari, des machins pour dire deviens influenceur, toi aussi, et 20 000 abonnés sur TikTok et sur Instagram. Alors je suis sur Instagram, vous pouvez me suivre, je n'ai que 3 000 et quelques abonnés. C'est très dur d'avoir des abonnés sur Instagram. Même si tu postes ta nouvelle bouche ou tes nouveaux sourcils ou tes nouveaux yeux, eh ben putain, ça marche pas. Et j'ai beau essayer, hein, j'ai tout fait.
Je reviens de chez le docteur, il m'a fait une bouche. Oh putain, regarde ça, c'est tellement raté, putain. C'est incroyable. Je lui avais demandé une bouche comme les Bogdanov, il m'a fait une bouche comme l'autre, la Maëva Guénam. Incroyable, je sais plus quoi faire maintenant. Comment je vais aller au Marseillais, moi, avec une gueule pareille? Et donc les mecs payaient donc pour Ambaza, une formidable école montée par 2 mecs qui sont réfugiés à Malte, parce que bon, c'est un peu des optimisés fiscaux, et eux ils t'expliquent, mais non, on t'explique comment avoir 20 000 abonnés et 5 000 euros de revenus mensuels en devenir influenceur. Alors, t'as des mecs qui étaient chômeurs, t'as des mecs qui étaient tout simplement fonctionnaires et qui rêvaient de devenir influenceurs, qui ont payé la formation. Il y a une arnaque à la formation parce que derrière, ils reçoivent des aides qui ne reforment pas. C'est une enquête de 4 pages dans l'IB qui est très bien faite parce que l'IB s'est inscrit pour faire la formation. Et là, tu te rends compte que c'est juste une formation de com. L'école Ambaza a 18 followers sur Instagram, je crois, et 58 sur YouTube. Alors moi, en termes d'influenceurs, je commence à me poser là. Le monde moderne, on commence à... Voilà, que ce soit Instagram, TikTok, on est partout. Je suis partout, moi. Le monde moderne est sur YouTube, Twitch, Twitter et Facebook. Et on commence à avoir quelques milliers d'abonnés. Tout ça est formidable. Mais là, les mecs t'expliquent comment vendre de la merde à des cons, il n'y a pas d'autre mot, excusez-moi, et faire de l'argent avec. Alors, il y a Booba en ce moment qui est en train de faire la guerre à Magali Berda, la reine des influenceuses, puisqu'elle a un truc qui s'appelle Shona Events, et elle gère la com de ces gens qui vendent des Brazilian butt lift en voiture, voilà. Tu veux des fesses en béton, comme Kim Kardashian? Tu veux pouvoir manger de la choucroute avec l'anus? Écoute, c'est très simple, il suffit d'aller se faire opérer avec ce docteur formidable que j'ai connu. Il m'a fait une chatte comme une gamine de 12 ans. Ça, c'est vrai. Hein. La meuf qui a dit, elle a fait une vaginoplastie, donc un truc pour que je veux pas savoir. Et elle était là, j'ai comme une gamine. Vraiment, elle l'a dit. Je crois que c'était Maëva Guénam. Je suis pas sûr. Je sais pas qui c'était. Mais donc, ces gens-là qui vendent du vide, donc Booba leur rentre dans l'art et ça fait un bien fou. Alors, je suis pas... voilà, c'est Booba. Hein, il fait la musique qu'il est. On a des goûts musicaux. Vous voyez, moi, j'ai fait vieux macroniste. Mais il est doué pour le buzz, pour le clash. Et là, il a décidé de clasher Magali Berda. Du coup, ses comptes sautent les uns après les autres. Et il dénonce l'escroquerie de ces influenceurs qui vendent du congé formation, qui vendent des produits avariés achetés sur Wish et qui continuent de rendre les gens plus cons qu'ils ne le sont déjà. Parce que franchement, je suis allé voir les comptes de ces gens-là. Ils ont 3 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés. Et ils parlent de leur vie. Et, voilà. Et ils ont des gosses qui ont des prénoms, tu dirais des noms d'étoiles. Hein, c'est... Cassiopée 2600. C'est encore Cassiopée, c'est joli. Tu peux arrêter là, tu peux manger tes petits pois s'il te plaît. Ils ont tous... Alors, ils n'ont pas forcément cet accent-là, mais ils sont insupportables de bêtises, en fait. Et donc, merci à Booba de s'attaquer à ce problème de manière frontale. Ça fait du bien. J'espère qu'on se débarrassera du règne des influenceurs du vide pour entrer dans celui, peut-être, de la prise de conscience politique. Je rêve d'un peuple féroce et apaisé. Un peuple féroce devenu politique, qui rentre dans l'arène, qui reprend le pouvoir, qui sait enfin pourquoi on le mal informe, pourquoi on le maltraite et qui reprend le pouvoir. Voilà de quoi je rêve. Et pas d'abrutis qui rêvent d'être sur des yachts comme Nicolas Sarkozy et Carla Bruni en Grèce et de rouler dans des Ferrari comme Neymar ou d'autres footballeurs qui ont raison finalement de dépenser de l'argent pour des choses aussi futiles. Après tout, quand tu sais plus quoi faire de ta thune, t'achètes des voitures, t'achètes des maisons, t'achètes de la drogue, tu payes des putes, tu finances des organisations terroristes internationales. Parce que Ben Laden, il pouvait tout à fait faire autre chose qu'une organisation terroriste internationale. Bref, voilà, trop d'argent tue finalement la créativité, donc attention. Et ces écoles d'influenceurs, eh bien, Ambaza, allez-y, le nom est génial déjà. Ambaza, allez, Ambaza, 50 000 abonnés sur YouTube. Allez, avec vous, je pète les 5 000 abonnés sur Instagram. Allez, est-ce que vous êtes abonné sur mon compte Instagram ? Les coquinous, ça s'appelle Alexis Poulain, je crois, mon compte. Je sais même pas comment il s'appelle, bordel. Je mets des vidéos, je mets du vieux pain sur mon balcon. Oui, Zamariette s'est abonné. Oui, Lucas Robiani. Oui, Martine Porchon. Oui, vous êtes tous en train de vous abonner à mon compte Instagram. C'est génial. Il en est maintenant à 3861 abonnés. Exceptionnel. Et le compte, c'est Alexis Poulain. Voilà. FR. Alexis Poulain, FR. Formidable. Vous y trouverez...
des petites vidéos personnelles, des tutos pour enfin pouvoir manger de la choucroute avec la nuit, et plein d'autres choses extraordinaires qui permettent en fait de vivre la vie d'influenceur à blinde. Je vous montrerai aussi un tuto pour faire un peu de drift avec ma 207. Et là, franchement, on est au top dans la Drôme. Et j'ai envie de dire, Dubaï à côté, ils peuvent aller se rhabiller parce que la chaleur, c'est à peu près la même. Et que, ouais, je veux dire, franchement, j'ai rien à envier à ces gens-là. Rien. Merci Libé donc pour cette enquête. Ça, c'est du journalisme. Ça mérite d'être souligné quand de temps en temps une grande enquête arrive. Ça permet d'y voir un peu plus clair. Mais vous êtes des fous. Je suis à 3884 abonnés maintenant sur Instagram. Ah, je vais peut-être devenir un fin influenceur. Et si je continue comme ça, je fais des vidéos. Je te promets, je fais des vidéos. Je te promets. Je fais le tuto là pour le Brazilian Butt Lift. Je te promets. Aïe. Non, je ne le remets pas. C'était la vidéo de promo de M. Macron, le meilleur président que la France ait connu. Bah dis donc, c'était une sacrée revue de presse n'importe quoi ce matin. Il faut dire que raid Instagram, allez-y, Alexis Poulain FR. N'hésitez pas. Tu vas bientôt vendre tes calbars. Mais c'était déjà le cas. Tu vas montrer ton cul, Alexis. Mais je l'ai déjà fait dans le jacuzzi avec Antoine. Il fallait être là. Eh oui. On avait promis, si on faisait plus de 1000 chaque jour dans cette revue de presse, qu'on ferait un jacuzzi. On l'a fait. Si on fait plus de 2000, on vous promet des trucs encore. Mais on n'est pas à plus de 2000 par jour. Donc, vous tenez le bon bout. Voilà. Vous tenez le bon bout. Dit pas ça, on a eu le jacuzzi. Voilà, merci. Il y a ceux qui étaient là. Alors, l'invité mystère, je voulais le faire, mais comme vous voyez, ma machine rame d'une manière terrible. Je vais donc enregistrer et pas le faire en live, je suis désolé. Parce qu'en live, j'ai juste peur que ce soit pénible pour nous tous, pour mes invités comme pour vous, puisqu'il y a pas mal de réglages à faire et j'ai besoin de plonger mon ordinateur dans l'eau pour qu'il reprenne un peu de sagesse. Évidemment, je vois que vous êtes nombreux à demander le titre Vieux Macroniste en fin, alors je vais le mettre. Évidemment, je vais le mettre. Mais n'hésitez pas à vous abonner donc sur Instagram Alexis Poulain FR, sur Twitch à la revue de presse du Monde Moderne. Vous pouvez nous suivre ou vous abonner sur patreon.com/le Monde Moderne. Vous pouvez nous financer également sur YouTube où nous sommes bientôt à 67 000 abonnés. Idéalement, on sera à 100 000 avant la fin de l'année. Ce serait formidable. L'idée, c'est qu'on fasse péter les scores, qu'on devienne tous ensemble des putains d'influenceurs bordel de merde, avec des gros mots, avec tout ce qu'on peut faire et qu'on continue le travail d'information nécessaire, d'édification peut-être aussi des foules sentimentales, se rendre compte que c'est pas possible de vivre encore dans l'ancien régime quand on a fait une révolution. Merde, en fait. Donc je vous remets le titre Vieux Macroniste. Ne bougez pas, je sais que vous aimez ça, vous faire mal et aux oreilles et au cerveau. Vous êtes formidables. Bonne journée à vous et c'est parti, à vous les studios. Dis père, peux-tu me chanter cette chanson Vieux Macroniste? Nous la chantons tous les jours presque à la mine. Bien sûr, Timmy. Vieux Macroniste. Mao 68, maintenant total fasciste. Tu préfères la télé, surtout le gaz de schiste. Plutôt que de décamper, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. J'espère que tu mourras dans ton vomi. Vieux Macroniste, arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Oh, vieux Macroniste, tu t'accroches, tu t'enquistes. Vieux Macroniste, vieux Macroniste. À la retraite depuis 15 ans, les autres tu t'en fiches. Tu pars en croisière, tu laisses crever tes fils. Le climat c'est une blague, la France tu la fistes. Vieux Macroniste, j'espère que tu mourras dans ton vomi.
arrête de nous faire chier, toi et tes amis. Tu te crois VIP mais t'inquiète t'es sur la liste. Manu va pas te rater, tu vas voir comme ça glisse. 75 ans de conneries mais demain c'est fini. Profite encore de la vie tant que tu sens pas la piste. Vieux macroniste. Le macronisme, le macronisme. Jeune, vieux macroniste. Jeune, vieux macroniste. Jeune macroniste. Putain c'est la chialance, t'as déjà une vie triste. Jeune macroniste, CFS McKinsey, t'as un costume d'artiste. Tu rêves de prime bac chiche, toi tu niques déjà le fisc. Tu soutiens Zelensky pour cacher tous tes vices. Jeune macroniste. Jeune, vieux, macroniste. Unis dans la kiffance d'un pays devenu triste. Le macroniste. Ah, ça, c'est de la chanson comme on aime ici. Voilà, il n'y a pas encore de lien, ça arrive, on va encore modifier quelques trucs. C'est Chris Nadal à la guitare, si vous vous demandez. L'Instagram, c'est AlexiPoulain.fr. Allez, on va tous être des influenceuses d'un peuple féroce. Passez une bonne journée, prenez pas tout ça trop au sérieux. C'est les vacances en plus, vous savez où trouver les ministres en vacances. Soyez sympas si vous les croisez sur la plage, note, mais on sait jamais. Et puis, Papy Schwab, il adore ce genre de chansons, c'est vraiment formidable. Je vous souhaite une bonne journée, ciao. Et il y a encore du boulot sur la chanson, donc elle n'est pas encore sur YouTube, mais elle y arrive. Ciao.